dans ce système, s'il n'est plus seulement régulé par une banque centrale, l'argent devient un produit comme un autre. C'est-à-dire que ça devient un produit standard, une marchandise comme une autre. Donc s'il n'est plus autant régulé par les banques centrales, il est régulé comment? Il est régulé tout simplement par le marché. Hein? Donc l'argent devient une marchandise avec, bien sûr, comme sur n'importe quel marché, ses hauts et ses bas. Donc l'éco dominante bancaire devient essentiellement d'ordre financier, hein, pour les différentes raisons qu'on a mis en avant. Alors le référent unique, c'est le marché mondial des capitaux. Alors, avec bien sûr des influences fortes de certains pays, hein, puisque déjà à l'époque, dans les années 70, certains pays ont plus de liquidités que d'autres, et ce sont à l'époque les producteurs de pétrole, donc c'est ce qu'on va appeler les pétrodollars, qui évitent d'une certaine façon la dépression. Hein. C'est ce qui crée aussi une augmentation, notamment dans les grands centres urbains internationaux, de tout ce qui est patrimoine immobilier, hein, puisque les pétrodollars vont s'investir dans ces actifs immobiliers, les centres urbains, avec des prix fous, comme à Londres, comme maintenant à Paris. On ne peut plus rien acheter à Paris, tout le monde le sait. Mais ça s'était déjà passé dans les grands centres urbains. Avant, à Londres, c'est pareil, c'est inachetable pour n'importe quel salarié moyen. Et ça le devient, bien sûr, en France, à Paris, puisque ces actifs investissent aussi là-dedans. Alors, après, donc, financiarisation de l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce qui est premier, c'est la finance, les banquiers, c'est leur job, et ils veulent une rentabilité importante. Donc, ils demandent une rentabilité qui devient hors de proportion par rapport à une rentabilité industrielle classique, puisqu'ils demandent du 15% de rentabilité. Donc, on inverse les processus de production classique, où avant, il y avait un besoin, donc il y avait des ingénieurs qui concevaient des produits, lançaient le produit, après on regardait s'il y avait des bénéfices, etc. Bon, ça rentrait, c'est le schéma classique de production, quoi. Aujourd'hui, il est inversé, puisque ce qui est premier aujourd'hui, c'est la finance. C'est la finance qui dicte la nécessité pour elle d'avoir tel ou tel taux d'intérêt, donc plus de 10%. Donc le financier s'empare du pouvoir économique qui était le pouvoir du chef d'entreprise ou du manager. Hein, avec une pression extrêmement forte, évidemment, sur les conseils d'administration des entreprises en général, puisqu'il faut que le pourcentage d'intérêt soit important. Avec des conséquences évidentes sur le plan social, puisqu'il y a pression sur les salaires, il y a pression pour les délocalisations, il y a pression pour externaliser l'emploi avec l'intérim, etc. Alors, du coup, on trouve comme richesse dans l'entreprise, le cœur de l'entreprise, c'est aussi les propriétés intellectuelles, les brevets, les immatériels. Donc ça devient essentiel pour notamment l'Occident. Là, on se dit, bah, nous, on a les brevets, on a les propriétés intellectuelles. Donc, nos ingénieurs ils gèrent ces brevets et ils font fabriquer à l'étranger. Ils sous-traitent en Chine, chez les Indiens, etc. Avec un clé de voûte international qui est les Américains détenteurs de la monnaie de réserve la plus importante qui est le dollar, et les Chinois qui progressivement deviennent les principaux acheteurs. Avec dans le système aussi international la question ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Alors il y a différents types d'argent. Il y a l'argent dit noir, hein, qui a pour origine la drogue, la prostitution, donc un argent sale, mais il y a un argent gris qui est beaucoup plus important en proportion, hein, puisqu'on estime l'argent noir à 70 milliards et l'argent gris à 10 000 milliards de dollars.
donc beaucoup plus important en proportion, et l'argent gris, il se trouve où? Dans les paradis dits fiscaux. Hein? Donc, qui a pour origine les produits dérivés, inventés par les financiers, et aussi tout ce qui est gain dans les transactions dites boursières, gain dans les taux de change entre les monnaies, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, la monnaie devient un objet comme un autre, donc des financiers peuvent énormément gagner sur les taux de change. Donc, ces plateformes offshore de paradis fiscaux régulent le système et ils financent quoi avec cet argent? Ils financent tout le monde. Tout le monde a recours aux paradis fiscaux, les banques, les États, les guérillas, les mafias. Bref, il devient au bout d'un moment impossible d'isoler les emprunts sains, entre parenthèses, des emprunts malsains. Les États se financent, alors, dans ce circuit, alors, c'est bien sûr évidemment antipathique, mais ça fonctionne comme ça à l'échelle mondiale, internationale. Alors, petite histoire de la crise. Alors, je vais vous montrer comment se mettent en place quelques instruments financiers. Hein. On a vu comment la patrimonialisation de l'économie a permis, d'une certaine façon, d'éviter ce qu'appelleraient les marxistes une lutte des classes trop importante, puisque les gens deviennent actionnaires, qui ont des obligations, etc. Donc, ça évite que les salariés soient trop punis, pour le dire rapidement. Les Américains, donc, eux, ils font en sorte que la population, même les plus pauvres, puissent devenir propriétaires. Et dans un premier temps, on ne le voit pas trop, parce que les financiers vont inventer ce qu'on appelle la titrisation. Hein. Et dans des emprunts, il y aura plusieurs parties. Il y aura une partie saine, hein, la partie senior la plus fiable, une partie un peu moins fiable, et les subprimes, la fameuse crise des subprimes, c'est-à-dire, dans les emprunts, il y aura aussi une troisième partie avec des crédits douteux, et notamment tous ces ménages américains qui se sont lancés dans l'accession à la propriété. Alors, c'est des millions de ménages, hein, plus d'une dizaine de millions, et bien sûr, rapidement, les crédits ne pourront pas être honorés, donc les titres vont s'écrouler, c'est la fameuse crise des subprimes, hein, avec bien sûr des conséquences sociales évidentes, avec aux États-Unis plus d'1 million d'expulsés. Nous, on a eu d'une certaine façon la chance de ne pas être complètement victime de cette affaire, puisque comme je le rappelais tout à l'heure, on a une politique sociale du logement qui est bien sûr insuffisante, mais qui n'est pas négligeable, qui a permis d'éviter cette folie de rentrer dans des systèmes financiers incontrôlables où les titres qui étaient émis ne valaient plus grand-chose. Voilà, ça c'est la racine de la crise dans les années de l'année 2007. Avec les problèmes que pose cette crise, c'est que, comme on l'a rappelé au début, il n'y a de création monétaire possible que s'il y a de confiance. Donc là, il y a une perte de confiance. Hein. Il y a une perte de confiance parce qu'on voit à quel point le système financier devient erratique. Hein. Quand on sait que les banques peuvent spéculer maintenant sur les monnaies, avec des gains en quelques jours bien supérieurs à ce que pouvaient gagner des entreprises de type classique industriel. Hein. Le dollar, l'euro et le yen peuvent varier de